Salut l'équipe, bienvenue sur le plateau. Nous sommes ravis vraiment d'avoir un invité de marque. Mais avant de le présenter, présentons Erwan. Comment vas-tu, mon Erwan? Ça va très très bien et je suis comme toi ravi d'avoir cet invité de marque parce que je pense qu'on va raconter plein de belles choses. Absolument. C'est pas la première fois que tu viens, mon cher Yann Maimi, puisque Yann Maimi est parmi nous. Comment vas-tu? Ça va. On est content de t'avoir. Non, je kiffe la petite énergie là, la vibe est bonne là. Une très bonne vibe, absolument. On a passé un peu de temps ensemble, t'es arrivé il y a 1 heure. On a eu le temps de produire quelques petits formats où t'as régalé, honnêtement. Il y en a d'autres qui l'ont fait, t'as été clairement le meilleur. Hein. Je dis pas ça pour Nico, hein. Je dis ça pour tous les autres qui sont déjà passés. Nico regarde tout. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Non, c'est vrai que c'était très cool. Donc c'est des petits formats qu'on pourra retrouver sur les réseaux sociaux dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ta carrière, à ta très longue carrière en NBA, en équipe de France, puisque l'information de cet été, c'est que tu as officiellement pris ta retraite. C'est ça, retraité, jeune retraité. Jeune retraité. Comment tu te sens alors? Très bien. Je peux te dire que quelques mois de retraite, pas de basket, pas de muscu, pas de déplacement. Mon corps, tu sais, le matin, je me réveille. Mes genoux, en fait, ils craquent pas. Mes chevilles, mon dos. Faut vraiment que j'aille chez le docteur parce que moi, quand je me réveille, j'ai encore mal quand même. Hein, mais... Non, mais je me sens bien. Là, je pète le feu. Là, c'est le feu. Là. Je me sens super bien, en fait. Erwan? Non, mais écoute, moi j'ai été. On a suivi évidemment la carrière de Yann et c'est vrai que c'était un jeune retraité. Moi, je suis persuadé que tu aurais pu jouer encore 2 ans, sans problème, on reviendra là-dessus. Mais j'étais à la fois un peu déçu de la fin, on va y revenir, mais j'étais surtout. On se connaît maintenant depuis pas mal d'années, j'étais surtout content d'avoir pu assister à ta carrière et que tu sois venu nous voir. Et je suis ravi que tu sois là pour qu'on puisse justement revenir sur tout ce long chemin, the journey, comme tu dis. Est-ce que tu es prêt d'ailleurs à revenir sur l'entièreté de ta carrière? Parce qu'on a une bonne heure là comme ça et on peut discuter de tout et n'importe quoi. Franchement, Thomas, je sais même pas. Je pense pas que je suis prêt en fait. Parce que je me suis jamais en fait assis. Là, depuis ma retraite, ça va à 200 à l'heure. Et j'ai pas encore pris le temps de vraiment m'asseoir et d'y aller chapitre par chapitre. Donc, est-ce que je suis prêt? Oui, je suis prêt, mais je me lance là. Souvent, on dit que les sportifs pros, ils sont dans un wagon. Ce que tu as l'air de dire, c'est que depuis ton adolescence, tu es dans une espèce de circuit et puis tu vas toujours plus loin. Il ne faut jamais la question. C'est peut-être aussi le moment maintenant de désacraliser un peu tout ça et de nous raconter quelques bons souvenirs. Erwan, j'avais envie que tu ailles sur cette sortie de carrière. Je voulais commencer par ça. Et sur le fait que Yann n'ait pas forcément choisi sa fin de carrière. Ouais, je voulais revenir là-dessus. On sait que c'est important quand on est un sportif de très haut niveau comme tu l'as été, de choisir sa sortie. On a vu que Tipeee l'avait choisi à cette époque-là. Les Spurs voulaient lui proposer un contrat qui ne lui convenait pas. Il est parti juste au Hornets pour se dire « je vais choisir la manière de sortir ». Toi, tu n'as pas eu cette chance-là. Est-ce que, quelque part, dans une carrière très réussie... Pourquoi j'ai pas eu cette chance-là? Ce que je veux dire, c'est que tu n'aurais pas aimé avoir un dernier challenge à NBA? C'est ça, un dernier? Mais c'était moi, ça. C'est toi qui n'as pas voulu? C'est moi qui n'ai pas voulu. Les challenges, pour moi, ils ont été très clairs. À un moment donné, l'année dernière... je sors de la bulle, là, la petite où j'ai pas joué. Et je me dis, bon, j'ai passé énormément... Le confinement, je l'ai fait avec ma famille. Ma femme, mes enfants, mes 3 filles. Et j'arrive à un moment, je me dis, bon, là, j'ai 34 ans. Qu'est-ce qui est important? Le basket, je kiffe. Près de la fin. Est-ce que j'ai envie de partir sur un challenge où... il me faut un contrat n'importe où, à n'importe quel prix, je veux juste jouer au basket. Ou si je veux un challenge qui va me faire un peu, on va dire, qui va me suffire. C'est-à-dire, pour moi, je parlais juste au moins jouer pour un contenders. Pour moi, c'était ça le minimum. Où je vais pouvoir apporter justement une plus-value dans le vestiaire, où je vais pouvoir m'y retrouver aussi sur le terrain. Ou je prends ma retraite. C'était un peu ça, les trois... Okay. Et donc, à un moment donné, il y avait pas forcément j'avais 4 équipes en tête qui se sont manifestées. Tu peux nous les dire? C'était grosso modo Brooklyn, il y avait les Bucks, peut-être, il y avait LA, Lakers, et puis non, San Antonio aussi, parce que c'était la maison. Comme moi, ma femme habite à San Antonio, je me dis, bon, le sacrifice familial, il n'y en a pas, vu que les filles, elles sont là. Donc, c'était aussi ça, hein, parce que je ne voulais pas, par exemple, partir dans un club, on va dire un beau club comme, par exemple, Dallas, tu vois, ou Indiana, qui mit tableau, qui joue les playoffs, etc.
mais qui me propose un contrat peut-être d'1 an, quelques mois, et je dois partir séparer des filles. Pourquoi, au final? Juste pour faire un petit peu de basket. J'avais pas cette version-là. Tu vois. Honnêtement, pour être tout à fait honnête, c'est pour ça que je te dis que tu n'as pas choisi. Je me suis trompé. C'est bien d'avoir cette version. Parce que j'étais persuadé que finalement, tu n'avais pas. Et ça nous a énormément surpris. On en a beaucoup parlé dans le First Day Show l'année dernière. D'ailleurs, je te voyais signer à Brooklyn quand, la marque Aldridge s'arrête. On en avait parlé avec Kevin Séraphin. On te voyait clairement signer à Brooklyn. Tu avais le profil parfait. Ouais. Et j'avais l'impression qu'en fait, tu n'avais pas eu d'offre. Ce qui s'est passé pour Brooklyn, justement. Moi aussi, je me voyais partir à Brooklyn. Hein. Franchement. Non, ça me rassure, non. Quand tout s'est. J'étais en discussion avec Bouna. Et mon nom était bien sûr dans les palettes. Et je me dis, bon, Brooklyn, on va dire 6 voix finales contre les Lakers, hein, avant que toutes les blessures arrivent. Hein. Je me dis, bon, ils vont avoir quand même besoin de défenseurs. Il y a Anthony Davis, il y a Montrezl Harris, il y a du monde, il y a Marc Gasol, il y a du monde. Je me dis, bon, mon profil est parfait. Donc moi, dans ma tête, et je suis en train de m'entraîner, je m'entraîne tous les jours, hein, je suis tip-top shape. Et je me dis, ah, Brooklyn, c'est sûr. Même je disais à ma femme le soir, tranquille, je disais, babe, I think we're going to Brooklyn. C'est sûr. Parce que là, le profil, tu vois, c'était trop... Et au final, non. Au final, non. On n'a rien eu de concret, quoi. Et en fait, il y a aussi... il y a un moment donné, le gros détail qui a fait vraiment basculer le tout dans ma décision, c'est... Il y a eu, en fait, cette ouverture dans l'actionnariat de la NBA Africa. Donc ça, c'est arrivé sur mon bureau. C'est-à-dire que, étant joueur africain, j'ai eu le droit, en fait, de devenir propriétaire de la ligue en général, NBA Africa. Et là, dans la NBA Africa, il y a la BAL, il y a NBA Africa, il y a NBA Cares, il y a Basketball Without Borders, il y a plein de petites fenêtres. Et donc, d'être propriétaire de toute cette ligue, pour moi, dans ma démarche, dans où est-ce que je suis aussi en termes de maturité, en tant que joueur, oui, joueur français, mais joueur africain, tu vois, quand le dossier est arrivé sur la table, et on m'a dit, écoute, clairement, tu ne peux pas devenir propriétaire et en étant joueur, conflit d'intérêt, c'est soit tu es joueur, soit tu es proprio. D'accord. Quand tout ça est venu, en fait, je me suis posé les bonnes questions une deuxième fois. Et là, j'ai appelé Bouna. Je dis, bon, Bouna, écoute, là, est-ce qu'il y a un vrai challenge pour moi? Ou c'est juste des petits mois, ou c'est juste du bricolage à droite, à gauche, ou c'est juste quelqu'un s'est blessé. Bon, tu vois. Et donc, on a fait un peu le tour. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, écoute. Dans ta réflexion, un challenge en Euroleague, un dernier challenge en Europe, c'est pas quelque chose qui a pu traverser l'esprit? Pourquoi? Non. Parce qu'en fait, je suis dans une démarche où j'ai mis aussi ma famille en avant. C'est-à-dire que pendant les 13 dernières années ou les 14 dernières années, j'ai sacrifié tout. C'est-à-dire que j'étais parti tout le temps, j'ai raté beaucoup de choses, beaucoup de ma vie familiale. Et je me suis dit, est-ce que c'est pour partir en Europe, pour grosso modo refaire la même chose, hein? Parce que si je pars par exemple dans un club en Euroleague, c'est départ toutes les semaines, il y a 3 matchs par semaine, comme en NBA. C'est presque comme la NBA. Oui. Train-train où je déménage toute ma famille. Mes filles, il faut qu'elles s'adaptent encore. Enfin, je dis des bêtises, mais si je pars à Milan par exemple, c'est une autre langue. Il faut s'adapter. Ça sera sûrement pour 1 an. Est-ce que Ville ça de la mode, hein, ceci dit, petite parenthèse. Ville de la mode. C'est pour ça qu'il a parlé de Milan. Tu n'aurais pas été malheureux là-bas, mon Yann. Personnellement, j'aurais pas été malheureux. Même en challenge sportif, ça aurait été. Oui, bah oui, oui, bien sûr. c'est une énorme équipe. Hein. Exactement. Donc, mais est-ce que je mets ma famille encore dans tous ces. Pour moi, la NBA, l'Euroleague, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Sachant que moi, j'ai déjà joué l'Euroleague. Certes, étant très jeune, mais j'ai déjà joué l'Euroleague. J'ai parcouru un peu, j'ai joué dans les plus grandes salles européennes. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi? Je me suis dit, Visiblement non. Tu n'as pas fait ce choix-là, en tout cas. Exactement. J'ai pas fait le choix. Donc voilà, j'ai décidé de passer à autre chose. Et au final, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, bon, je pars quand même sur une des plus belles saisons de ma carrière, au niveau statistique et au niveau aussi épanouissement de joueur sur le terrain. J'ai fait des choses, j'ai beaucoup travaillé, vous me connaissez, j'ai beaucoup travaillé toute ma carrière. J'ai développé d'autres skills que j'ai pu montrer justement sur cette dernière saison et de dire, bon, c'est fini, 34, 35 ans,
Mais attention, les gars, je peux encore jouer. Alors justement, ça m'amène une question. Tu as annoncé ta retraite, elle a l'air d'être réfléchie et tu as l'air bien dans tes baskets par rapport à tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer que si quelqu'un t'appelle, à un bon niveau de préférence, tu pourrais réchausser les baskets? En NBA? En NBA, en Europe, Bah, à Paris. Non, non. En NBA, je crois que c'est pas possible. Parce que justement, en étant propriétaire de la NBA Africa, c'est impossible maintenant. En Europe, je me vois pas. Franchement, je me vois sincèrement pas rechausser à Paris. J'ai envie de revenir. Ouais. C'est bien que tu répondes à ça, parce que les gens, moi, cette dernière saison avec les Wizards, tu as raison, on t'a vu faire des trucs qu'on t'avait rarement vu faire. Starter, mettre des 20 points. Tu as eu cette période-là. On n'a toujours pas compris pourquoi dans la bulle, tu n'as pas joué du tout. Tu nous avais expliqué. Et puis il y a un zoom, parce qu'il place aux jeunes, certes. Mais cette saison-là, tu avais montré offensivement, parce que tu as toujours amené les certitudes défensives, tu avais offensivement montré une palette qu'on t'avait rarement vu faire. Et derrière, finalement, ben, ça s'arrête. C'est pas frustrant un peu? Il y a une petite part de frustration, mais après, je vais vous dire, hein, la plus grosse part de frustration, elle vient de mes coachs, en fait. Mon groupe, mes coachs qui sont avec moi depuis le début, parce que tous ces skills, ça prend du temps, en fait. Tu les travailles à l'entraînement pendant des heures, des années, en fait, avant que ça sorte naturellement en match. Donc, là, ça sort naturellement, je fais mes choses, départ à gauche, boum. Tu vois ce que je veux dire? Des jeux à 3 points. Donc, tout, tu vois, ça sort naturellement. Et mes coachs, qui sont dans mon corner depuis toujours, parce que moi j'ai la même équipe depuis toujours, ces personnes, enfin, ça y est, Yann. T'es devenu un joueur abouti quelque part. Quelque part, exploiter ton potentiel. Voilà, exactement. Tout ce que nous on voit tous les jours, le monde le voit maintenant. Donc pour eux, c'était maintenant, redémarrage. Et quand je leur ai annoncé, parce qu'en plus, je ne leur ai pas annoncé en amont. Moi, j'étais tellement dans mes trucs, boum, boum, boum. J'ai fait, juste avant de faire mon annonce, j'ai dit à mes coachs, j'ai dit, ça y est, j'ai pris ma décision. Ils ont dit, comment? Quelle décision? On était dans la salle en train de shooter là, il y a quelques semaines. Je dis, ouais, mais bon, j'ai pris ma décision, ça y est, c'est fait. Et donc la pilule a été un peu plus difficile à avaler pour eux que pour les autres. Mais après, moi, je suis vraiment satisfait de ma carrière. Je suis content, je suis fier. Hein, je suis, on va dire, abouti. J'ai un titre. C'est pas j'ai un titre. On a un titre avec tous mes coéquipiers. Et au-delà de ça, l'aventure humaine, l'accomplissement humain, je pense que je l'ai poussé au max. Et je pense que le tremplin NBA, je l'ai bien pris. Pour monter justement mon après-carrière, je pense qu'il, pour moi, sera encore plus important et aura encore plus d'impact que ce que j'ai montré en NBA. C'est énorme de parler de la NBA comme un tremplin. Alors, ouais, normalement c'est l'aboutissement. Un aboutissement et une finalité. Non. Et toi, mais c'est pas surprenant quand on te connaît. Non. Parce que tu vas pas, certainement pas faire le tour de toutes les îles paradisiaques peinard après ta carrière NBA. Non. Mais c'est marrant de parler de la NBA comme un tremplin. Tremplin pour la vie, quelque part, et pour la suite de ta vie. Parlons de ta carrière, du coup. Bon, la plupart des gens la connaissent, mais bon, on va se la refaire un petit peu. Tu es drafté en 2005 par les Spurs, en 28e position, ce qui donnera ton numéro pendant toute ta carrière. Frampo. Absolument, tout à fait. Non, mais oui, non, du Havre. Tu te rappelles, je me suis fait drafter du Havre. J'ai fait une année au Havre. Après, j'ai fait une année à Pau. Après, t'es drafté, tu vas pas tout de suite. Voilà, exactement. Je suis drafté en 2005 et ma première saison, elle est en 2007-2008. D'accord. Donc, mais de Pau, oui. Ma dernière équipe française. En Europe, ouais, c'est Pau. Ouais. Donc parlons un peu des Spurs, vite fait, parce que c'est là que tout a commencé, où tu découvres la G-League, notamment. Ça a été un peu l'apprentissage difficile dans la NBA, où tu es dans l'antichambre et on te fait pas forcément confiance. Pas difficile, pas nécessaire. Et c'est vraiment avec du recul que je dis ça. Parce qu'au moment où Pop il m'annonce, je me rappellerai toujours de ce jour, j'avais envie de pleurer. Pour la petite histoire, donc, je signe à San Antonio pendant l'été 2007, si je ne dis pas de bêtises. Pop est très transparent d'entrée de jeu. Il me dit, Yann, écoute, de toute façon, cette année, tu vas passer la majorité du temps en D-League parce que tu vois devant toi, tu as Francisco Elson, Fabricio Oberto, Robert Torrey, l'équipe championne en plus, Matt Bonner, la liste est longue. Ouais. Donc, il me dit clairement, écoute, tu vas passer la majorité de ton temps, à l'époque c'était la D-League, à Austin, mais t'inquiète pas, on a un coach qui va vraiment axer le jeu autour de toi, ça va être super.
Ok, moi, donc au début, je dis ok, on va voir. Il me dit, mais tu vas faire toute la pré-saison avec nous et le début de saison. Moi, dans ma tête, en fait, j'ai configuré mon. J'étais en mode compète, genre, il faut que je leur prouve que j'ai ma place dans cette équipe et que la D-League, il n'y en a pas besoin. Donc, je fais une pré-saison de malade. À l'entraînement, dès qu'il me donne un peu de temps de jeu, je sors des stats. Boum, je fais des trucs cool. On commence la saison, on explose certaines équipes, donc forcément j'ai un peu de garbage time. Je mets mes petits points, je fais mes petits rebonds, mes petits comptes. Je me dis, ah là franchement, je monte des trucs, c'est sûr, ils ne m'envoient pas en D-League. Et je me rappelle après, je ne sais plus quel match, mais justement j'étais rentré en jeu, j'avais fait les 6 dernières minutes, j'avais taffé, à mes yeux. Et je sors de la douche, j'ai encore la serviette sur les épaules. Et Pop, il m'appelle dans son bureau, comme ça, il me dit, viens, Yann. Je dis, ok. Bon, je mets mes vêtements vides, boum, boum, je vais dans son bureau. Il me dit, bon, bah écoute, la G-League, la fin de leur pré-saison, c'est dans 2 jours. On voudrait que tu t'entraînes avec l'équipe avant leur premier match. Donc, demain, tu pars. Tu vois, mais annoncé cash, quoi. Tu vois, il n'a même pas parlé de la rencontre qu'on vient de terminer. Tu vois, est-ce que tu avais bien fait voilà, ou pas bien fait? Tu as fait une bonne pré-saison et tout, c'est bien. Tu vois, pour lui, c'était, voilà, tu pars demain à Austin et tu pars pour toute l'année. Il me dit, tu pars pour toute la saison. Froideur. T'as pris une uppercut, là. J'ai pris un chaos technique. Et je me rappelle parce que je venais d'acheter mon Escalade. Et à l'époque, C'est une voiture. Hein. une belle grosse voiture. Voilà, c'est une grosse voiture. On trouve rarement en Europe. Hein. On n'est pas sur une Renault Zoé, ouais. Ouais. Voilà, Interdit dans le centre de Paris, je pense, d'ailleurs, maintenant. Interdit, tu peux pas la garer. Donc je monte après le match, je monte dans mon Escalade et je vous jure, j'ai pas pleuré, mais j'avais envie de pleurer. Parce qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir tout donné, mais que dans leur tête, c'était déjà calculé, quoi. Et quand je suis parti à Austin, bah, je suis parti en reculant, quoi. J'avais pas envie d'aller en D-League. Et après, j'arrive à Austin le lendemain à l'entraînement et je rencontre le coach de Rudy Gobert actuellement, Quinn Snyder. Ah oui. Coach Q. Et tout de suite, il me prend dans son bureau et on a une vraie discussion. Et il me met à l'aise, tu vois. Et en fait, il retourne la situation. Il retourne le truc dans ma tête. Et c'est parti. Et c'est pour ça que je vous dis maintenant, avec du recul, la G-League, ça a été on va dire un step, necessary step, tu vois, dans ma progression, parce que dans ma maturité, ça m'a aussi appris le jeu à l'américaine. C'est-à-dire que la façon d'être arbitré, elle est complètement différente aux États-Unis. La dimension athlétique. Quelle différence tu fais entre les deux arbitrages? C'est intéressant. Mais c'est pas les mêmes règles. C'est même pas les mêmes Ça, règles. d'accord. Ok. Ça, c'est même pas les mêmes règles. Et les arbitres, on va dire, les arbitres français sont très durs. Ils sont très et c'est, on va dire, ils sont, pour moi, de mon œil à l'époque, c'était vachement inconstant. C'est-à-dire qu'il y avait certains arbitres qui arbitraient d'une façon et d'autres. Et moi, j'ai toujours eu des problèmes de faute de toute façon. Et mais quand je suis arrivé en NBA, en fait, les arbitres c'était presque tout le temps pareil. Ils étaient vachement très pointus sur les détails, quoi. C'était les règles. Le règlement. Près du texte. Ouais, ils sont près du texte. C'était excusez-moi le langage, mais casse-couille, quoi. C'était, bon, bah voilà, tu prends une charge, bon, bah ton talon, il a touché la ligne, bah voilà. Tu vois, c'est faute, c'est tout by the book. Donc, j'ai dû m'ajuster à ça. Et puis, surtout, la dimension athlétique. Et la D-League, ça m'a donné l'opportunité, en fait, de vraiment m'exprimer. Cette année, je me suis régalé en D-League. J'ai fait le All-Star D-League. En parlant de ça, ça m'a permis de faire partie d'un All-Star Weekend. Donc moi, en tant que rookie, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'était à la Nouvelle-Orléans. Je représentais les Austin Toros, mais je représentais les Spurs. Je faisais partie de la famille des Spurs. Donc Tony, il était All-Star, je crois, cette année. Tim, il était All-Star. Manu, je crois qu'il était All-Star, je sais plus. C'est l'année où ils font les 3, là, ouais. Mais en tout cas, je me suis senti... Et eux, ils sont venus me voir aussi. Donc, je me suis senti un peu valorisé. Ou bon, bah voilà, même si je suis rookie, même si je suis en G-League, bah, au moins, je fais le taf. Tu fais partie du gratin, quelque part. Voilà, je fais partie d'une certaine élite. Donc, voilà, bon, on perd en finale. Je rapporte pas la coupe à la maison. Mais je fais une saison accomplie où bah, j'ai même des récompenses individuelles, où j'ai vraiment pas l'impression de perdre mon temps. Et Quinn Snyder, là-dedans, a un rôle énorme. Énorme. Mais même aujourd'hui, moi et Q, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on se voit, tu vois, parce qu'il a compris, en fait.
que la difficulté pour un joueur comme moi, et moi, dans mon développement, il a joué un rôle majeur. Donc, je reviens l'été après, à San Antonio, avec le couteau entre les dents, et Pop, il me dit « You earn your playing time. Next season, you in. » Guess what? Qu'est-ce qui s'est passé? Il pète. Je me pète. Saison blanche. Saison blanche, je vous passe les détails, mais moi, dans ma tête, il y a un moment, j'ai dit à mon papa, quand je me fais opérer au mois de décembre-janvier, de la cheville, je dis à mon père, déjà les Spurs, pour faire la petite histoire, les Spurs, ils prennent un jet privé pour mon papa, mon entraîneur, mon coach de muscu à l'époque, et moi-même. On est parti, Dr Ferkel, il est à LA, il m'opère, et donc je fais tout, déplacement, jet privé, hôtel, retour à San Antonio, il s'occupe de moi aux petits soins, quoi. Et donc je reviens, je fais saison blanche, mais à un moment donné, tu sais, après l'opération, je me réveille, et je dis à mon père, c'est fini la NBA, quoi. Je dis, je vais rentrer en Europe, c'est sûr. Et je vois un peu les Spurs, ça se passe bien, la vie NBA continue son cours, quoi. Et moi, petit à petit, je commence, mon nom glisse. Tu vois, plus personne commence à, tu vois, je vais retourner en Europe, papa, ça y est, c'est fini. Et puis, donc l'année d'après, l'été d'après, Pop me dit, bah écoute, tu vois ce qui s'est passé? T'as fait confiance, on n'a pas pris beaucoup d'intérieur parce qu'on voulait te faire jouer. T'as pas joué de la saison, ils ont pris 6 intérieurs. J'arrive au training camp, je suis le 7e big man. C'est un effectif de N3-7. Devant moi, il y a des Marcus Eslip, il y a des gros joueurs européens devant moi. Hein. Plus les joueurs qui ont firmé. Donc j'ai dit, waouh. Et j'y vais, mais j'y vais avec le couteau entre les dents. Un guerrier béninois. Un guerrier béninois, bah oui. Et je me fais ma place, mais je gagne pas, en fait. Je joue par Simoni, il me fait jouer 2-3 minutes par-ci. Je gagne pas avant le mois de janvier. Et genre au mois de janvier, de nulle part, un matin, au shooting, il me dit « Tim Duncan, ce soir, il ne va pas beaucoup jouer. » C'était, je crois, à l'époque, derrière, c'était Mike Dice. Mike Dice, je le mets au repos. Yann Maimi, il dit devant tout le monde hein, « Backup, tu vas jouer ce soir. J'ai pas joué depuis 6 mois. » C'est quoi ta réaction, là? Bah, je kiffe, tu vois, mais je me dis « C'est chaud quand même. » Donc je rentre chez moi, je fais ma petite sieste, je mange mes petites pâtes, tranquille. Et j'arrive au match, et genre je fais le match de ma life, quoi. Je fais le match, je sors 19 points, 9 rebonds, des comptes, des actions, highlights, boum. Et là, je gagne le respect de tout le monde. Le mec, il n'a pas joué depuis la saison, il n'a pas fait un match, il rentre, première opportunité, boum. C'est ça la NBA, c'est des histoires d'opportunités, oui. C'est exactement ça. J'allais te poser la question justement, est-ce que tu as la sensation que c'est vraiment tous les joueurs en NBA sont prêts à jouer, prêts à être performants même, et que c'est qu'une affaire j'en trouve la porte, de chance parfois, de blessures, on pense à Draymond Green par exemple avec David Lee. C'est pas de la chance, hein. C'est des opportunités saisies. Exactement. Pas la chance. Parce que là, c'était pour moi, grosso modo, c'était mon moment. Si je saisissais pas ce moment, Pop, c'était de côté. Suite à ça, ils ont transféré, à l'époque, Théo Ratliff qui était là, ils l'ont transféré, ils m'ont fait de la place, je commence à jouer, je signe à Dallas. L'histoire est belle. L'histoire est belle, quoi. L'histoire est belle. En tout cas, ce que je retiens de ton passage aux Spurs, c'est que c'était nécessaire, comme tu dis, que tu as fait ton apprentissage de NBA. Ça nous amène à Dallas, où tu joues 2 ans, où tu as un rôle, où là, pour le coup, ces 2 années-là, tu joues. Ouais. Et le grand highlight de ta carrière, j'ai envie de te dire, c'est cette action phénoménale. Franchement, on va la voir ensemble parce qu'elle est fantastique, cette action. Moi, je m'en souviens comme c'était hier. Honnêtement, on a crié. Moi, on a crié. Non, mais attends, Yann incroyable. Donc, Game 6 des finales NBA et Yann Maimi nous lâche une filoche tête de raquette contre Miami. Quelle incroyable finale. Là, tu devais être fou, là aussi. Hein. Non, franchement, là, j'étais dans la zone un peu. J'essayais de rester un peu... mais cette action, genre la semaine qui a suivi le titre, mais surtout Jet Terry, il me vannait, mais tous les jours. On allait dans des clubs, dans des pubs, il disait aux gens, en fait, de mettre cette action à la télé en repeat, genre 20 fois. Tu vois? Non, cette action, elle a été pour moi, enfin, je l'oublierai jamais. C'est un des highlights de ma vie. Hein, c'est tellement de préparation.
vous nous voyez, par exemple, avant les matchs, on fait dans des routines de shoot et vous voyez pas ce qui se passe avant les entraînements, après. C'est des trucs, c'est énormément de répétitions, de sacrifices, de temps investi pour des moments comme ça, en fait. Ça dure une seconde, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est fort parce que c'est la magnitude, quoi. C'est finale NBA Game 6. Il n'y a pas seulement 20 000 personnes dans la salle, il y a toute la planète Terre devant ça. Nous-mêmes en France, on est là à ouais. 3h du mat. Tu vois, regardez. En plus, ce panier fait terriblement mal. Hein. C'est une fin de troisième quart-temps. Tu prends un buzzer dans la gueule. Momentum. Et on se rappelle hein, le hit d'ailleurs qu'à la tête baissée toute la fin du match, notamment notre ami LeBron, qui quand même fait, pour lui, ses finales restent un très mauvais souvenir, contrairement à toi, j'imagine. J'ai envie de revenir sur ces finales parce que tu as côtoyé un mec pendant ces finales-là qui touche son zénith. Il avait été MVP quelques années avant, mais finalement, son climax de sa carrière, c'est Dirk Nowitzki. Ouais. Qui a été touché par les moqueries de Wade et LeBron. Tu peux nous maintenant non, il a pas avec un peu de recul. Tu peux nous. Il n'y avait pas la haine un peu que quand il est malade tout ça. Non, ce qu'ils ont fait, c'est rajouter un peu de fuel, quoi, un peu d'essence au feu, quoi. Mais toi, qui as côtoyé Nowitzki, qui est à ce moment-là le meilleur joueur de la planète, ouais. sur tous les playoffs, mais même sur ces finales qui durent une dizaine de jours. Je suis d'accord. Comment tu vois ce mec-là dire ah ouais mais en fait lui avec lui on peut aller jusqu'au bout. Écoute après cette série même de ma carrière j'ai jamais vu en fait quelqu'un être dans une zone comme ça en fait. C'est-à-dire que Dirk il était intouchable. Il était impénétrable. Quand je dis impénétrable c'est toute la pression médiatique, tout ce qu'il y avait autour de lui il était tellement fort et tellement sûr de lui qu'il nous donnait confiance, mais c'était incroyable. Même moi qui étais dans le banc, un joueur du banc, quoi, qui avait un petit rôle dans l'équipe, j'avais l'impression de pouvoir tout faire, quoi. Parce que Dirk, il allait nous sortir de n'importe quelle situation. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le Game 6, là, j'ai fait un move de Dirk quand même. J'ai fait un one-legger en finale. C'est pour te dire le niveau de confiance, mais c'est venu de Dirk. Tout part de lui, en fait. Il a pris tout le monde dans la caravane. Il a conduit la caravane à lui tout seul. Il a dit, c'est bon. Don't worry, be happy. I got this. Il était incroyable. Et moi, j'ai toujours cette image, en fait. C'est Dirk et c'est Holger, son coach, là. On arrive à Miami, mais c'est le feu. Hein. C'est-à-dire que tout le monde sait on va où, on dort où, on mange quoi. C'est microscope. Dirk, il prend une partie des gars de l'équipe. Et direct, en fait, de l'aéroport, on va direct à la salle. Et on va à la salle, il met un peu de musique et il commence à faire ses jeux. Et il shoot, et il shoot, et il shoot. Et après, nous, on lui laisse un demi-terrain. Nous, on est en train de shooter de l'autre côté. Et à la fin, il prend tout le monde. Et on jeux tous en même temps. Tu vois. Et à ce moment-là, ça devient... Tu sais, tu arrives en match avec tellement de confiance. Non seulement il y a la superstar de mon équipe, il shoot avec nous, il n'en rate pas un, il perd pas un game. Tu vois. Tous les petits jeux de shoot qu'on a fait, il n'a pas perdu un seul match. Tu vois. Mais en plus, tu sais, il rigole avec nous. Tu vois. Donc on arrive au match avec un capital confiance. Et c'est ça les leaders. Toutes ces histoires que je vous raconte, ce n'est pas des trucs... j'invente rien, quoi. Mais c'est des petites intentions que les leaders ont qui font qu'ils élèvent leur équipe et tu te retrouves à gagner des titres à l'extérieur de la façon dont on l'a fait. Et donc, Dirk, pour moi, il était au sommet de sa carrière sur cette série parce qu'il y avait une accumulation de l'échec. Déjà qu'il avait eu la frustration de 2006. En 2006. L'élimination de 2007 au premier tour. Exactement. Après son titre de MVP, bien sûr. Bien sûr. Et il reçoit son titre de MVP, il est plus en play-off, le gars. Et il a balancé la chaise, là, la petite histoire là, contre les Warriors. Il arrive aussi à une maturité en tant que jeu où... Tu sais, moi, ça s'est passé à Indiana, en fait. Où il y a un moment, le jeu ralentit, où tu vois les choses venir, où tu es plus confortable. Donc là, il était vraiment confortable sur le terrain. Tout ce qu'il faisait, il n'y avait pas de fioriture, il n'y avait pas de déchets, c'était propre. Donc il arrive à un moment donné où tout est naturel. Tout est naturel, tout devient seconde nature. Et donc voilà, donc tout est... Il arrive au match relax. Tu sais, il n'y a même pas de stress. Tu vois,
il est dans sa routine. Moi, je le regarde beaucoup. Tu vois. Il fait la même chose, boum, boum, boum. Victoire, défaite, jamais trop bas. On avance, quoi, sereinement. Et c'est pour ça, tu vois, il arrive, les fins. Moi, je me rappelle encore une fois la fin du match 6, là, ils ont tout essayé, le hit. Ils ont tout essayé. Il n'y avait rien à faire. La légende dit que Chris Bosh n'a pas dormi de l'été. Ah, je serais... quoi, hein. Mais c'est Moi, j'aurais pas dormi. Hein. C'est archi intéressant ce que tu dis parce que nous, qui parlons des futurs, enfin des nouvelles stars NBA, des Jason Tatum, des Donovan Mitchell, qui sont des joueurs très forts individuellement, mais pour moi, le next step pour devenir un leader, comme LeBron, comme Kevin Durant, ou Steph Curry, c'est ce que tu dis, je vous emmène avec moi. Moi, j'adore cette notion de, tu peux être très fort individuellement, être un super scoreur, à un moment donné, quand tu es un franchise player, il y a cette notion, ou pas, pour certains, de je vous emmène avec moi. Tracy McGrady a toujours eu du mal à emmener les gens avec lui. Pourtant, c'était un super joueur. Et moi, j'adore justement ce que tu viens de nous dire là. Ça donne beaucoup de crédit à ce qu'on dit beaucoup pendant les émissions. C'est que le step d'après, c'est pas se lever le matin, dribbler, shooter. Ça, oui, c'est j'emmène l'équipe avec moi. Exactement. Ça appartient qu'à une caste limitée. Parce que c'est la crème, en fait, du leadership, tu vois. Tu peux être un leader, par exemple, c'est-à-dire que tu fais toujours ce qu'il faut de bien. Tu peux être un leader vocal comme Tony Parker, ou après, la crème de la crème, c'est les deux. Tu vois, être en même temps exemplaire, mais aussi vocal, et d'emmener tout le monde avec toi. Et Dirk était comme ça aussi, parce qu'on a du mal à l'imaginer hyper vocal dans le vestiaire, par exemple. Dirk, il n'était pas le plus vocal, mais c'était quelqu'un qui, sa voix pesait. Il a su en fait jauger quand parler. Mais ce qui était le plus impressionnant avec Dirk, c'est sa capacité en fait à comprendre ses coéquipiers et à déléguer. C'est-à-dire que quelqu'un comme Tyson Chandler, il était beaucoup plus vocal. Donc, il lui a laissé prendre, tu vois, un peu plus cette partie du vestiaire où, quand il fallait rallier tout le monde, c'était Tyson ou c'était Jason Kidd. Tu vois. Et à côté, vraiment à des moments bien précis, quand le Dirk qui prenait la parole, c'était fort. C'était fort, tu vois. Il choisissait ses moments, quoi. Il choisissait ses moments, mais il a su déléguer les choses. Mais par contre, j'ai jamais eu... Enfin, si, il y a eu Tim Duncan aussi, il y a eu David West. Voilà, justement, par rapport à Tim Duncan, on aime bien, pas les opposer, mais en tout cas les comparer, forcément le même poste, pas du tout le même style de jeu. Je me souviens qu'à l'époque, tu m'avais dit quel était le meilleur des deux en 1 contre 1. Tu m'avais dit, Dirk, c'est impossible de l'arrêter, et Duncan, c'est impossible de marquer sur lui. Ça m'avait fait rire à l'époque. Mais sur le leadership, Tim Duncan et Dirk Nowitzki, on les imagine différents. Ouais. Mais finalement, peut-être que Duncan lui aussi parlait au bon moment, c'est ça, plutôt que parler souvent. C'est ça. J'ai envie de te dire, les 3 que je mets sous ce chapeau, c'est Tim Duncan, Dirk Nowitzki et David West. C'est des mecs, en fait, ils parlent pas beaucoup, mais quand ils parlent au bon moment et ça te touche. Ils ont les mots, en fait, qui font mal ou qui appuient vraiment sur un sujet bien précis. Et pour moi, c'est des beaux leaders. Tu vois, c'est des leaders qui sont pas dans... Ou par exemple des superstars comme Steph Curry ou LeBron James ou Kobe Bryant, par leur aura, sont déjà imposants. Eux, c'est des leaders qui sont peut-être un peu plus en recul, mais qui sont pour moi des leaders charismatiques. Quand tu les connais, quand tu as fait partie du vestiaire. C'est Dirk, pour moi, il a été... Même Dirk, on parle encore aujourd'hui au téléphone. C'est quelqu'un de... Il a cette... C'est un vrai. C'est un vrai. Ouais, c'est un vrai, voilà, il a tout. cette simplicité. Quand tu m'en parles comme ça, le mot qui me vient, c'est un vrai. Ouais. C'est ce qui d'ailleurs, ce qui transmet, dégage, ce qui dégage absolument quand on le regarde. Pour finir sur Dallas, Vas-y. est-ce que tu peux nous parler un peu de cette légende de Jet Terry du Buzz Tour? Oh là là, on va laisser le... Non, tu peux nous dire vite fait le concept. Le concept, Non, le sans concept. aller dans les détails, bien sûr. Le concept, il est extrême. Jason Terry, pour moi, c'est un des meilleurs vets déjà que j'ai pu côtoyer dans ma carrière. Mais c'est quelqu'un qui... c'est un des rares joueurs, en fait, qui arrive à avoir une vie vraiment hors basket, où il s'amuse, mais sur le terrain, c'est de jet, quoi. Il y a très peu de joueurs qui arrivent à allier les deux, c'est-à-dire de façon régulière. De durer dans le temps aussi. Et de parce durer que, dans le voilà. temps. Ouais. Jet, il a fait quoi, 17 ans? Ah ouais. Il a fait une longue... Mais lui, il l'a fait tous les ans, quoi. Et donc, il y a ce fameux party boss qui est prêt à partir, comme il dit, qui est sur le runway à n'importe quel moment, on va dire. Et donc, c'est marrant parce que, bon,
Jet, il avait souvent, il a toujours eu le même entourage toute sa carrière. Moi, les amis, les frères de Jet, quand on s'est connus à Dallas, mais quand Jet il est parti à Milwaukee ou à Boston, il était partout, quoi. Donc c'est son entourage, c'est des super gars et c'est des gars avec qui tu t'ennuies jamais en dehors du terrain, que ce soit. Et quand on dit party boss, les gens, il faut pas tout de suite penser boîte de nuit, strip club et compagnie. C'est si tu veux sortir, Monte dans le bus. dîner. Dès qu'on arrive dans une ville, monte dans le bus. Donc il avait acheté un bus. Non, c'était pas son bus à lui. C'était pas à lui. Mais Ok. bon, on allait manger ensemble. T'es pas obligé, hein. Mais voilà, si par exemple t'es à Cleveland, t'as rien à faire, t'as pas envie d'aller au casino, bah tu vas Jet, always a good time. Always a good time. Très bien. Après 2 ans à Dallas, tu pars à Indiana. À Indiana, où tu vas rester longtemps et tu vas vivre des grandes épopées avec Paul George, avec George Hill, dont tu es très proche, Roy Hibbert, David West, dont tu viens de parler aussi, arrêté par LeBron. Trop souvent, j'imagine, à ton goût. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes de ces années à Indiana? Une équipe hyper compétitive, un bon coach, mais il vous manquait ce petit truc. Un style de jeu qui te va parfaitement avec Frank Vogel. Ouais, c'était Très défensif. Ouais. D'abord la défense, et là-dessus, on a l'impression que tu tombes là où il faut. Ah, mais là, pour moi, ça a été vraiment le mariage parfait, en fait. Entre déjà Indiana et sa ville, Indianapolis, hein, c'est une ville qui me ressemble un peu dans le style où moi, je suis hustle, c'est le grind. C'est pas forcément les choses que tu vois sur les stats, c'est pas flamboyant, mais on fait le taf. Donc, déjà, ça matchait avec les fans. Ça matchait avec les fans, ça matchait avec la ville. Deuxième chose, le coach et le front office. Que ce soit Larry Bird, c'est pareil. Hard-nosed player, tu vois. Pas de... Mais tout en restant dans la simplicité, quoi. Tu vois. Frank Vogel, coach qui a tout fait. Il a commencé, il était petit vidéo guy qui faisait les petits montages vidéo pour Rick Carlisle ou je sais plus c'était qui à l'époque le coach de Indiana. Il a travaillé jusqu'il est devenu head coach. Donc tu vois, il a cette mentalité, cette simplicité, ce caractère très humble. Donc tout matchait, le vestiaire. Les gars qui étaient avec moi dans le vestiaire, c'était des mecs, same mentality. La mentalité, tout est défense, attaque. Vous jouez le titre à l'époque, hein, on va pas se mentir. On joue le titre. C'est 2 finales de conf. On joue le titre, clairement, où tous les soirs, les gens qui viennent Fieldhouse, ils souffrent. On joue dur, et on installe un peu cette mentalité de ce que Frank il a appelé, Frank Vogel, smash mouth basketball. C'était notre mentalité. Tous les jours, c'était marqué vestiaire, smash mouth basketball. Ça veut dire hit first. Donc toutes les équipes, il y a des équipes, surtout je me rappelle, hein, on joue Brooklyn, je sais plus quelle saison, hein, et c'est une équipe toute jeune. Nate McMillan est coaché fin d'année. Nous, on est déjà lancé sur nos playoffs. Hein. Donc, on reçoit une petite équipe de Brooklyn toute jeune. Pour nous, on allait les broyer, quoi. Mais c'est-à-dire qu'à la mi-temps, ils ont abandonné tellement on jouait dur. Et Franck, il nous a vraiment inculqué cette mentalité. Peu importe qui tu joues, you hit first. Donc, il faut avoir une certaine mentalité, une certaine maturité, en fait, pour rester avec nous tout un match. Au bout d'un moment, tellement on en voit parce que tu as les mecs du 5 majeur. Après, tu as les autres mecs qui rentrent du banc. Ils envoient là, même encore plus. Les équipes, au bout d'un moment, elles craquent. Les joueurs, ils craquent. Et là, il y a cette jeune équipe de Brooklyn. J'en reparlais il n'y a pas longtemps avec Chris McCulloch, qui était avec moi au Wizard. Et il me disait, mais le jour où on vous a joué, mais on est sorti de la mi-temps, on n'avait même plus envie de jouer, quoi. Et on les bat de 40 points, un truc comme ça, mais rouleau compresseur. Et c'était la mentalité des Pacers. Et moi, je me suis épanoui en tant que joueur. Je me suis régalé. Je faisais ce que moi, je faisais, c'est-à-dire la défense avant tout. Et en même temps, j'avais des libertés en attaque parce qu'on avait un beau jeu, parce que la balle bougeait. Ça jouait bien. Et on m'avait donné un peu... Moi, j'aimais bien avoir le ballon dans les mains, faire mes petits dribbles, mes petits trucs. J'aimais bien faire des petites passes, tout ça. Et on me donnait un peu la balle. George, c'est pour ça qu'avec
avec lui, j'ai une vraie complicité, c'est parce que lui-même, il savait que j'aimais bien avoir le George ballon. Hill, hein. George Hill, voilà. Il aimait bien, il savait que j'avais. Donc, il me donnait la balle. Il me disait, tiens, vas-y, fais tes transferts, fais tes trucs, tranquille. Donc, non, je me suis éclaté. Hein, mes 4 années à Indiana, je me suis éclaté. Mais c'est pas pour rien que je signe le contrat que j'ai signé après à Washington. Sur Indiana, vite fait, avec le recul, est-ce que vous avez vraiment cru que vous pouviez passer Bien LeBron? sûr. Mais bien sûr. Ils sont pas loin. Hein. Avec, Ouais, mais Même moi, si loin. même moi, j'ai si écrit près, l'époque. si loin, si près, si loin, finalement, avec le recul. avec tout mon cœur, même. On était persuadés. Même s'il y avait des embrouilles et tout, on était pas. Nous, dans le vestiaire, on pensait que l'anti-LeBron, c'était Paul George. Ça pouvait se tenir sur le papier. Hein. LeBron n'aimait pas jouer Paul George. Et pendant la saison, c'était à chaque fois 2-2. Ou, tu vois, 2-1. Ça dépendait. Et Moi, j'ai en mémoire ce match. Moi, je suis un fan de Paul George depuis toujours. Et à Indiana, c'est donc j'ai découvert forcément Indiana. Il me régalé. J'étais persuadé, moi, que cette équipe-là pouvait, sur la dureté, taper le hit. Et je me souviens de ce lay-up que vous donnez au buzzer qui m'avait. Et je pense que ça, c'est un des tournants terribles. Tu vois, dans les deux, je crois combien de fois deux fois en finale de conf? Vous les jouez? 2 fois, back-to-back. Et il y a une fois, vous perdez 4-3, mais je pense que c'est la fois où vous perdez 4-2 pour moi, vous êtes le plus proche de les taper. Et je me souviens de ce lay-up au buzzer que vous donnez. Je me dis, c'est pas possible. Je fais. Si tu veux battre le hit, tu peux pas lui donner un lay. Tu peux pas donner un lay-up à LeBron pour le match. Ça, c'est clair. Impossible. Et c'est même pas dans notre nature. Quelqu'un aurait dû la Ah ouais, former. Sur la ligne. Ouais. Et pour la petite histoire encore, je me rappelle être à Miami avant le match 6, l'année où le Heat joue les Spurs. 2004. Bah, il joue 2 fois les Spurs. Mais je crois qu'il joue les Spurs après. Ok. Pour la première fois là où ils perdent. Je parle à Tony Parker au téléphone. Et on se dit, genre la veille, on se dit, écoute, moi je lui dis, écoute, on a encore un game à aller chercher, mais ça sera nous deux en finale. Tu vois, on se fait nos petits plans déjà, tu vois. C'est pour te dire à quel point j'y croyais. Alors, qu'est-ce qui vous manquait alors, du coup? Qu'est-ce qui vous a manqué à ce moment-là pour passer le cut? Je pense qu'il nous manquait un tout petit peu de maturité sur notre superstar, sur nos deux young stars, c'est-à-dire Lance Stevenson et Paul George. Ils étaient peut-être encore un peu jeunes et ils ont fait à un moment donné, il y a eu des petites, on va dire, erreurs, on va dire, d'immaturité. Dans le jeu, tu veux dire, ou au extra basket? Dans les deux, en fait. Lance, il a donné quelques raisons à LeBron pour qu'il élève encore un petit peu son Il allait le niveau. chatouiller alors qu'il fallait le laisser dormir, en gros. Exactement. Alors que le match-up, il était plus avec Paul. Lance, on aimait bien, en fait, alterner Lance un peu de Paul, pour un peu pas lui proposer la même option à chaque fois. Ouais. Et je pense que Lance, il allait le titiller. Et bon, c'est le caractère de Lance, donc ça va aussi avec. Mais je pense que avec du recul, il l'aurait peut-être pas fait. D'accord. Parce qu'il n'était pas bien, LeBron. Il n'était pas bien. C'est une belle À la LeBron, quoi, c'est ça aussi. C'est une belle guerre de tranchées. Hein, C'était fantastique. ces finales de conf. Hein. On se souvient de Lance Stevenson qui lui souffle dessus, ainsi de suite. C'est vrai que c'était passionnant. À l'été 2016, c'est l'été des records avec plein de contrats qui tombent. Ouais. Et tu as été le premier bénéficiaire, mais pas seulement. J'imagine que tout comme sport était très content à l'époque. Mais tu vas aux Wizards, et avant de parler un peu d'argent et de tout ce côté-là, parce que ça nous intéresse, on voulait évidemment parler de tes années aux Wizards par le biais de Bill et de John Wall. Tu étais passé il y a c'était en 2018 je crois, sur notre canapé à l'époque au -1, et tu nous avais dit ça sur le vestiaire, sur l'état du vestiaire des Wizards. Est-ce que Le vestiaire, il n'était pas divisé. Sauf que le vestiaire n'était pas... J'ai connu d'autres vestiaires qui... Au Mavs, j'imagine, quand vous avez au bout, ça devait être, Voilà. ça devait être un peu plus comme ça. Ouais. Si tu compares, si tu veux comparer le vestiaire des Mavs et le vestiaire des Washington, il nous manque quelque chose. On n'est pas ce groupe, ce brotherhood, tu vois. On n'est pas aussi liés que ce que j'ai pu vivre aux Mavs. Avec ce duo, et c'est un duo qui nous a passionnés, pour lequel tout le monde imaginait Monts et Merveilles. Moi, c'est un duo en lequel j'ai énormément cru, que j'ai souvent défendu dans les émissions First Team. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas comment après, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais comment ce duo-là n'a pas pu aller plus loin que ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire une demi-finale de conf face aux Celtics. Il y a pas mal de rumeurs comme quoi ils peuvent pas vraiment jouer ensemble. Moi, j'étais persuadé que ce duo-là
défensivement et offensivement, pouvaient amener quelque chose. Ils avaient la complémentarité de profil c'est ça. parfaite. Exactement. Et pour moi, ça reste un énorme goût d'inachevé, même si la plupart l'ont déjà oublié. Rassure-nous, ça n'avait rien à voir avec le basket. Il y a eu aussi l'histoire de lorsque la maman de John Wall était décédée, Bradley Beal avait été présent. Donc on avait senti une... Non, mais déjà, je pense que c'est un duo dynamique, c'est un duo qui, je pense, dans l'histoire NBA restera gravé, même s'ils n'ont pas gagné, parce qu'il était vraiment explosif, ce duo. Je pense que pour moi, ça a été un régal aussi de les voir à un moment donné, quand on joue Boston, justement, en demi-finale de conférence Est. De voir comment ils portent l'équipe à eux deux, c'est assez incroyable, et surtout de voir la complicité qu'ils peuvent avoir. Mais je pense que les Moi, je me dis que c'est bon à ce moment-là. Non. Cette défaite-là, elle va les rendre meilleurs. Non, parce qu'on avait des limites. On avait des limites de vestiaire. On avait des limites aussi en tant qu'équipe de franchise en général. Et je pense que ce qui s'est passé à Boston, ça a été en fait le sommet. Ouais. En fait. Ça a été le début de la fin. Ça a été le début de la fin, mais plutôt ça a été le potentiel. Il a été au maximum en fait. Après, il aurait fallu d'autres choses. Le basket, c'est 5 contre 5. Hein. Donc, moi qui ai côtoyé beaucoup d'autres vestiaires et beaucoup d'autres franchises, il faut plus qu'un duo dynamique pour gagner des titres ou pour avoir des saisons accomplies. Quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu parles vraiment la franchise au sens global, donc le front office, le coaching staff. Il faut que tout le monde soit dans un projet commun. Parce que là, moi, j'ai presque envie de leur reprocher à eux, mais quand je t'écoute, c'est finalement leur a pas donné les moyens aussi, peut-être. Non, il y a tout dans la balance. Hein. Ouais. Il y a tout dans la balance. Ils ont clairement leur part de responsabilité. J'ai clairement ma part de responsabilité. On a tous nos joueurs, mais je pense qu'il y a aussi... On ne peut pas y arriver seul. Les joueurs, il faut les coachs, il faut le front office. La victoire, le sacre, c'est la victoire d'une franchise. Hein. Du proprio. C'est pour ça que le propriétaire va chercher Larry O'Brien en premier. Exactement. C'est lui qui reçoit au nom de tout le monde. Exactement. Donc je pense qu'on avait des limites, on a eu des limites, il y a eu beaucoup de changements. Tu regardes actuellement l'équipe des Wizards. Ils sont en construction depuis maintenant. Elle a complètement explosé. Et même du duo, quoi. Que ce soit le JM, que ce soit la présidence, le front office, tout a été remanié. Donc voilà, tu as un goût un peu amer à tout ça. Tu penses que vous auriez pu mieux faire quand même avec le matos? Moi je pense toujours qu'on peut mieux faire. Après, écoute, c'est Léo et avec les scies, on refait le monde. Hein. C'est clair. Donc moi je pars du principe où on n'a pas fait le taf. Mais par contre le potentiel du groupe qui a été mis en place, je pense qu'il a été atteint cette année où on perd le match 7 là. Je pense que je garde un goût amer de mon expérience à DC parce que je trouve que cette ville de DC, elle est magnifique. Je trouve que l'énergie autour du basket, moi personnellement, DC, c'est ma ville préférée aux États-Unis. C'était le premier à dire ça, c'est rare de dire ça, non? J'ai adoré vivre à DC. J'ai adoré. Donc j'aurais voulu, d'un point de vue personnel, faire beaucoup mieux. J'aurais voulu au moins aller chercher peut-être une finale de conférence Est. J'aurais voulu... La ville n'attend que ça, en fait. On l'a vu avec les hockeyeurs, les Capitals. Yes, les Capitals, quand ils ont gagné le titre, c'était magnifique. La ville de DC a explosé. Ça a explosé. Et moi, c'est ça, peut-être le sentiment amer que j'ai, c'est de ne pas avoir pu capitaliser sur mes 4 années à DC, qui reste pour moi, on va dire individuellement, personnellement, la meilleure expérience en termes de ville. Erwan, une question sur les Wizards pour aller sur un sujet tout autre, mais tout aussi passionnant. Non, on a la chance de travailler avec quelqu'un qui est aussi passé par les Wizards et on a l'impression que le discours est un petit peu le même sur la construction, sur les manières de penser dans les bureaux. Ouais. Et on en revient souvent aux choses. Hein. Les Knicks ont changé des choses dans les bureaux pour que ça commence à aller mieux. C'est vrai que les premiers joueurs, les premières choses qu'on voit, c'est les joueurs et les coachs parce qu'ils sont sur le terrain. Mais une franchise NBA qui fonctionne bien, c'est une manière de penser. C'est des gens qui ont une vision tout là-haut. Et ça marche à tous les niveaux. Ouais. Et voilà, donc c'est vrai que c'est la capitale des États-Unis et que les Wizards, anciennement Bullets, ont une histoire. Ils ont été champions NBA dans la fin des années 70. Ouais. Ça serait bien de revoir cette équipe-là un petit peu, travailler un petit peu mieux. Voilà.
Absolument. On va changer de sujet. On va clôturer cette partie sur ta carrière en NBA, même s'il y avait ce sujet qui nous intéressait énormément. On va regarder ce petit tableau et tes gains en carrière, puisque en tant que joueur NBA, eh bien, tu as amassé pas mal de pognon chez Ariane. Quand on avait même, envie de... Ouais, pas mal. On avait envie de savoir un peu, en fait, le changement d'état d'esprit que tu as peut-être pu avoir, ou comment tu as géré... voilà, comment dire, ces sommes d'argent que tu as pu percevoir tout au long de ta carrière. Qu'est-ce que ça a changé de Ian Maimi? Il manque 2 ans à Dallas. Dallas, c'est 2 ans. C'est 2010-2012. Voilà, absolument. c'est 2010-2012. Parce que tu as signé un magnifique contrat en 2016, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Donc ta question, allez, j'ai envie de savoir comment toi tu l'as vécu, justement, tout ça, d'aller en NBA, donc de gagner de l'argent, et tu nous as parlé de l'escalade tout à l'heure, dès ta saison rookie. Ouais. Il paraît que c'est pas ce qu'il faut faire au début. Hein. Non, ça coûte pas si cher que ça aux États-Unis. D'accord, très bien. Par contre, tu as vécu tout ça, Bon, on m'a refusé le crédit en tout cas ce matin pour acheter de... Non, pour être franc avec vous, moi, j'ai jamais été drivé par l'argent. Tout l'argent, toutes ces sommes. Mon agent est là, derrière, Jérémy, Ubuna Ndiaye. L'argent, ça n'a jamais été le nerf de guerre. C'est venu de façon naturelle à moi. C'est jamais quelque chose que j'ai regardé. J'ai toujours été drivé par mon évolution en tant que joueur de basket. J'ai toujours voulu être le meilleur joueur que moi, Ian Maimi, aurait pu être. Et c'était ça qui me drivait. J'étais axé sur l'homme. J'étais axé sur les relations que j'ai pu créer avec des coachs, avec des personnes du front office, avec mes coéquipiers, avec mes amis à moi, mon support system, comme on dit aux États-Unis. C'est ça qui m'a drivé toute ma carrière. Bien sûr, il y a un choc, on va dire un choc thermique quand tu passes de la Pro A à la NBA. Il est là, le choc. Ton premier chèque, quoi. Il est là. Je me rappelle, Evan, il l'a bien dit la première fois aussi, Evan Fournier. Vraiment, elle est là, la grosse différence, en fait. Une fois que tu as basculé, une fois que tu prends ton premier chèque NBA, que tu vois le montant et que tu dis, bon, bah, c'est ce que je gagne pour le mois. Et en fait, 2 semaines plus tard, tu as le même chèque qui revient et tu te dis, attends, donc toutes les 2 semaines, toute l'année, c'est ça. Une fois que ce choc-là... C'est ce que tu as gagné quand même, non? Mais non, en fait, vous voyez les chiffres, mais c'est dur, en fait, quand tu as 19-20 ans, de vraiment savoir ça veut dire quoi. Ça veut dire quoi de signer un contrat d'1,3 million? Ça veut dire quoi concrètement, mensuellement? Tu sais pas vraiment, jusqu'à ton premier chèque. Et c'est là, tu te dis tout ça. Alors qu'à l'époque, moi, je suis parti de Pau, je vais être transparent avec vous, je gagnais 11 000 €. C'était énorme déjà pour moi, à 18 ans. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Mais en France, surtout en Pro, on ne donne pas trop les salaires comme ça. Non, on évite, mais moi déjà, à mon âge, c'était énorme, c'était beaucoup d'argent. Mais c'est rien comparé à ce que tu gagnes en NBA. Tu te souviens du premier chiffre? Et je ne peux pas vous le dire. Mon premier chèque à San Antonio, non. Régale-nous. Non, mais il était... Et encore une fois, ce chèque, pour moi, je pensais que c'était tout le mois en fait. Parce qu'en NBA, on rappelle que toutes les 2 semaines, vous êtes payé toutes les 2 semaines. Vous pouvez choisir. Tu choisis, soit tu es payé sur 6 mois, soit 12 mois, soit une fois par mois. Il y a des mecs qui prennent tout d'un coup, quoi. Et il y a des superstars qui prennent toute la saison, genre en 2 chèques, quoi. C'est ce que chaque, il faisait, genre, je crois qu'il demandait d'être payé en amont, quoi. C'est des gros... Avance sur salaire. Avance sur salaire. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de tremplin, justement. Et cet argent et ta carrière NBA t'a permis aussi de développer plein de projets autour. Ça, c'est un truc qu'on adore avec toi. Ouais. C'est que, bah oui, évidemment, oui, t'as beaucoup d'argent, très bien, t'es très riche, on est très content. Mais ça te permet aussi de rendre... Non, mais c'est vrai. De rendre par le biais de plein de projets super intéressants. C'est ça pour moi. L'argent, on peut en faire, on en fait, beaucoup d'autres personnes en font. Mais c'est ce que tu en fais avec. Pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça. C'est un tremplin, la NBA. Moi, je me sens privilégié du fait que, en fait, ça m'a mis un peu... je suis un leader, même si, des fois, joueurs NBA ne sont pas leaders ou ne veulent pas l'être. Le fait d'être mis en position de force, comme on l'est, et d'avoir les moyens, on devient des leaders de notre communauté par défaut. Et donc moi, j'ai pris ce rôle très au sérieux, très tôt en fait. Et j'ai voulu justement entreprendre, j'ai voulu
aider, j'ai voulu redonner beaucoup, justement, pour que mon passage en NBA ne soit pas une aventure vécue juste seule, pour moi et ma famille. J'ai voulu vraiment impacter le plus possible, que ce soit la jeunesse ou que ce soit mon entourage proche. Comme on dit au Bénin, la charité commence à la maison. Donc, j'ai voulu d'abord construire ma famille, que ce soit mes frères, mes sœurs, mon papa, ma maman, mais dans un premier temps, mon circuit vraiment proche. Et après, j'ai voulu impacter la jeunesse. Et j'ai beaucoup entrepris jusqu'au jour où, à aujourd'hui, bon, vous me connaissez, vous voyez, j'ai entrepris dans la mode, j'ai entrepris dans la restauration. Maintenant, NBA Africa, j'ai ma fondation, j'ai des camps que je fais depuis des années. Ça fait longtemps. Hein. Donc voilà, donc j'ai énormément, vous voyez, là, tous les montants que vous avez sortis là, beaucoup de cet argent, je l'ai redonné. Parce qu'on sait qu'on voit les chiffres et on sait que les joueurs NBA ne touchent pas la totalité. Et Déjà entre la les moitié, impôts, et voilà, partent. Dans l'oncle Sam. Voilà, déjà, l'oncle Sam prend la moitié, Voilà, ça c'est clair. Voilà. Après, il y a les gens avec qui tu bosses, ainsi de suite. Bien sûr. Ça, c'est une évidence. c'est une Bien évidence. sûr. Est-ce qu'il y a ton association, peut-être que tu vas en parler pendant 2 minutes, avant d'ouvrir le grand chapitre de l'équipe de France? Oh là là, grand chapitre. Non, ma fondation, elle a été... elle est un peu moins... non, elle est toujours... Pendant la pandémie, on va dire, les dernières actions qu'on a fait à travers ma fondation, c'était au début de la pandémie, au début du confinement. On a aidé beaucoup les petits business aux États-Unis qui ont été très affectés, justement, que ce soit dans toutes mes villes que j'ai côtoyées, à Indiana ou à Washington ou à San Antonio ou à Dallas. On a beaucoup aidé, que ce soit à travers des dons ou de la nourriture ou des tickets restaurants ou... par exemple, les éboueurs de mon quartier, je leur ai donné des tickets resto, des pizzas, on leur a fait à travers ma fondation. On a fait aussi beaucoup, justement, vous avez suivi un peu mon engagement, on va dire, dans la communauté et dans les injustices sociales qu'on a pu traverser l'été dernier, qu'on traverse quand même, qu'on continue à traverser. On a fait pas mal de choses à Dallas. Donc voilà, ma fondation, c'est vraiment une plateforme pouvoir aider encore. C'est juste, mais d'aider de façon organisée parce que sinon, écoutez, je suis pas un puissant fond non plus. Donc ça devient très vite compliqué si c'est pas structuré. Donc voilà, et les projections, c'est la reprise des camps au Bénin l'été prochain. C'est à feu doux. On est en train de s'organiser, encore une fois, pour impacter plusieurs gamins. Là, je suis assez fier d'avoir quelques gamins en France, quelques gamins aux États-Unis, d'avoir vraiment une ligue au Bénin qui se développe, un gouvernement qui pousse le sport, et voilà, une jeunesse qui peut s'identifier à travers ma personne. C'est aussi pour ça que je fais tout ce que je fais. Et voilà pour le côté caritatif, côté fondation. Et moi, ça te tient à cœur, donc c'est toujours important d'en parler. Bien sûr. Toujours important d'en parler. On referme cette page NBA, cette page autour des sommes et de toutes les actions que tu peux faire. Et on ouvre cette page équipe de France. Et là, je fais une passe à Erwan, parce que j'imagine que tu as envie de discuter de ça avec Yann. Bah ouais, Yann, évidemment, l'équipe de France, ça nous tient à cœur. Ici, tous autour de la table, c'est une équipe qui nous chaque été, on attend ça, et on a encore vécu cet été avec les Jeux Olympiques. Moi, j'ai envie de te poser la question, on a vu comme tu es bien dans tes baskets avec ta carrière NBA, le recul que tu as là-dessus, ce que tu as vécu. J'ai envie de te dire maintenant, avec ton passage ton vécu équipe de France, qu'est-ce que tu retiens de ce passage en équipe de France? C'est beaucoup de rendez-vous ratés, en fait. C'est beaucoup de rendez-vous ratés, mais moi, j'ai un papa qui est très philosophe. Il est très philosophe et c'est un sage africain. Et il prend beaucoup de choses il prend toutes les choses avec beaucoup de recul. Et je pense que ce qui s'est passé en équipe de France, c'était nécessaire dans mon développement individuel. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Même Erwan, on était où hier soir? Oui, j'ai vu. On était un bel événement où, malgré tous les rendez-vous ratés, malgré on va dire les mésententes que j'ai pu avoir avec la Fédération française de basket,
J'arrive à un stade où j'ai pris ma retraite, mais je suis quand même en bon terme. Tu me dis où on était hier parce qu'il y avait Vincent Collet à l'événement où d'ailleurs c'est le livre de Rémi Voilà, qui est en train de sortir. On le salue. Et donc il y avait Vincent Collet et j'ai vu Yann arriver et enlacer Vincent Collet qui était lui aussi très content de le voir. Et je suis allé le chambrer un petit peu tout à l'heure. Je fais, on n'est pas trop rancunier, Yann. Tu connais il va dire, j'imagine. Ouais, je dis, il va poster une photo, un petit selfie ou une belle encolade entre moi et Evan. Non, mais il n'y a pas. Franchement, c'est pour vous expliquer un peu que tous ces rendez-vous ratés, pour moi, c'est des rendez-vous ratés, mais en fait, c'était everything happens for a reason. Tu vois, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Alors, l'aventure que j'ai pas eue, toutes ces émotions quand je vois, par exemple, les médailles qu'ils ont pu avoir, que ce soit au championnat du monde, que ce soit aux Jeux Olympiques, etc., au championnat d'Europe, c'est des aventures que ce groupe a vécues. Moi, peut-être, j'aurais été dans le groupe, ça ne serait pas passé comme ça. C'est juste, pour moi, maintenant avec un peu de recul, c'est se dire que l'équipe de France, c'est comme partout. C'est avec ou sans toi, l'histoire s'écrit. Il ne faut pas jalouser les gens, il ne faut pas envier. Il faut juste vivre les choses pleinement. Tu vois. Et moi, quand je vois les gars, je suis le premier, tu leur demanderas tout ça. Evan, Rudy, je suis les premiers derrière eux. Ça, n'en doute pas une seconde, Yann. Il n'empêche qu'à un moment donné, évidemment que je te connaissant maintenant depuis assez longtemps, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de chose. Mais par contre, il y a une envie de participer aussi à ces choses-là. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, l'équipe de France te rappelait en mode bouche-trou que ça t'a gonflé. Et qu'à un moment donné, toi-même, t'as dit ou vous me prenez, ou vous me prenez pas, mais arrêtez de m'appeler en bouche-trou. C'est ça. Quand tu te rappelles que tu y es pas, que tu mets airball au lancer et que tu as les boules et qu'on te fait, on t'envoie en chair à canon pour donner 5 fautes, au bout d'un moment, tu dis, t'es un gentil, mais là, tu dis, stop, là, on n'est plus dans le respect du joueur. C'est pour ça, en fait, que je te dis, en fait, comme il n'y a jamais vraiment eu un vrai projet ensemble commun avec l'équipe de France, j'ai pas l'impression j'ai pas de regret en fait. D'accord. J'ai jamais eu cette. Par exemple, Evan, sa situation, elle est différente depuis l'INSEP. Il est dedans, comme Tony Parker. Moi, j'ai jamais eu en fait la relation qu'ils ont ces joueurs-là avec l'équipe de France. Moi, je l'ai jamais eu en fait. J'ai jamais eu vraiment, surtout avec l'équipe de France A. J'ai jamais vraiment l'impression d'appartenir. Comme Joachim Noah. Je peux pas parler pour lui. Non, mais c'est ce qu'il dit, lui. Hein. J'ai jamais eu vraiment cette attache avec l'équipe de France. Chez les jeunes, je l'ai eu. Tous les étés, j'ai pas manqué un été. J'ai fait toutes les compétitions chez les jeunes. Mais chez les A, j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir vraiment un projet en commun avec cette équipe, d'avoir cette cohésion avec les autres joueurs français. Vraiment, ça a été. Donc, au final, j'ai pas de regret, quoi. C'est arrivé parce qu'il n'y avait pas cette bienveillance des deux côtés. Il n'y avait pas cet esprit, cette envie commune de faire quelque chose ensemble. On est dans du sport co. Hein. Et il y avait une concurrence sur le poste aussi, on peut dire. Oui, mais la concurrence, elle est saine en équipe de France. La concurrence, mais moi, j'adore la concurrence. J'ai connu que ça dans toute ma carrière, de toute façon. La concurrence, tant qu'elle est saine, tant que, au bout d'un moment, on est dans une optique de faire la meilleure équipe de France possible, mais il faut y aller. Moi, si à un moment donné, on m'appelle, mais Joe, il est meilleur que moi, je rentre chez moi et je travaille. Je vais voir mes coachs comme je fais, je veux get better. L'année prochaine, j'aurai peut-être une autre chance, peut-être. Mais pour moi, la concurrence, elle est nécessaire pour créer des équipes au top. Tu es obligé d'avoir des... Quand je dis ça, c'est vrai, mais il y avait beaucoup de monde sur le poste intérieur. Et alors? Babac installé, il y a eu Joe qui arrive à une époque. Il est là peut-être pour moi. Il est là peut-être. C'est pas un regret, mais je me pose la question. What if, si on avait ramené tout le monde, Alexis Agença, Kevin Séraphin, Joe Petro, Joachim Noah, Flo Pietrus, Boris Dio, Yann Maimi, Geoffrey Lauvergne, tout le monde. Tu ramènes un camp, tu ramènes 10 big men. On ne dit pas Rudy parce qu'il était plus jeune à l'époque. Rudy, il était plus jeune, ouais. Mais même Rudy dans ses débuts à Cholet, là. Tu ramènes tout le monde. Tu fais un stage. Hunger Games. Let's go dans ton groupe ton groupe élargi de 21, 23 joueurs. Tu ramènes 10 mastodons. Et puis voilà, qui va pouvoir nous aider? Qui c'est qui a une shape? Qui c'est qui a le plus de game actuellement? Et tu vois, moi, c'est peut-être là le seul regret. On n'a jamais eu vraiment un rassemblement où c'est la guerre. C'est la guerre. T'as que des mastodons, à droite, à gauche. T'as des mecs qui font des trucs différents, tu vois.
Après, ça devient un casse-tête aussi pour le Ouais, coach. bon courage pour Voilà, choisir. c'est un casse-tête pour le coach et son staff. Mais peut-être il est là pour moi le seul petit regret. Mais j'ai jamais eu cette cohésion en fait avec l'équipe de France. Très bien. Très bien. Très bien. Ça a toujours été de toute façon clair. À chaque fois que tu es venu, je me souviens, ici, il y a 3 ans, du coup, tu nous avais dit que tu étais dispo pour y retourner. C'est dont Erwan parlait. Quand, à l'époque du Hoopcast, on en avait discuté justement. Et pour la petite histoire aussi. Vas-y, grave, vas-y. Ça, c'est resté très privé. Mais avant, en fait, les Jeux Olympiques qui étaient censés être 2020, j'ai eu un Zoom call avec Boris et Vincent, où c'était une conférence téléphonique. Où j'avais clairement, c'était sorti publiquement un peu après, mais j'avais clairement dit que les Jeux Olympiques, j'avais jamais connu une compétition de cette envergure, et j'étais ouvert. Si mes services étaient demandés, j'allais répondre présent au rendez-vous. Après, bon, les autres... La vie a fait Il y avait eu les vrais Jeux Olympiques. Si c'était en 2020, c'était pour les Jeux Olympiques de 2020, avant qu'ils soient reportés. À l'été 2020. Avant qu'ils soient reportés, voilà, c'est ça. Il y avait une vraie possibilité, du coup. Il y avait une quand je vraie t'entends. possibilité. Après, je sais pas si j'aurais été sélectionné, mais il y avait un vrai souhait des deux côtés, en fait, de partir à l'aventure, quoi. Ça aurait été fou que tu fasses les JO. Ça, c'est un truc de sportif dont Ah, tout le monde mais- rêve. Pour le coup, Pour le coup, ça aurait été une belle expérience pour moi, nouvelle. Et c'est surtout, ça arrivait à un bon moment où en termes de maturité, en termes d'épanouissement sur le terrain, j'étais bien. J'étais au top, quoi. très bien. Yann, c'est très clair. On passe à l'équipe de France, on aurait préféré qu'il soit meilleur, mais bon, de t'entendre parler de ça, c'est toujours Oui, mais attendez, les gars. archi passionnant. Ouais, mais attends, Thomas, sans vouloir Non, non, dénigrer mon passage, j'ai quand même eu 32 sélections. Absolument. Et j'ai vécu des moments exceptionnels en équipe de France. Ça fait des grandes compétitions. J'ai fait des grandes compétitions, etc. Même si on n'a rien gagné, j'ai pas ramené une médaille à la France, j'ai quand même vécu des moments très forts en équipe de France. Ça, je veux quand même... Non, mais ça t'as entièrement raison. Mais après, tu sais, c'est toujours pareil, c'est que t'as joué 13 ans en NBA, et donc 13 ans en NBA, normalement, je veux pas dire que ça te donne le droit, mais en tout cas, on aspire toujours à ce que les mecs soient à 100 sélections. Ouais, Dans c'est vrai, c'est vrai. dans ces termes-là. Mais en tout cas, merci Yann, c'était très cool de t'avoir. On va juste finir avec On va ta finir nouvelle avec- carrière qui t'arrive, parce que tu restes proche de la NBA. Cette saison, on pourra te retrouver tous les dimanches avec l'équipe de Beansport, qu'on connaît très bien ici. Chez NBA Donc, Extra, alors. Et on sait que tu es excellent. On sait que on vient de passer une heure avec toi exceptionnelle. On sait que tu es excellent aussi Merci. pour parler et analyser la NBA. Donc on se retrouvera sur Beansport. Et tu es entre de bonnes mains. C'est des gens bien. C'est des gens qui m'ont tout appris du métier. Franchement, non, je suis super content. Ça, Moi-même... c'est un truc qui t'intéressait, ça, Mais je te de jure. Mais il est fait consultant pour, comme ça. il est fait pour Ouais. ça. Non, mais franchement, c'est un truc que je fais de façon assez naturelle. Et c'est vrai que l'équipe est forte, l'équipe est bonne enfance. Et même moi, dans un projet de reconversion, un peu trouver une autre carrière, je pense qu'il faut des skills. Comme vous faites pas ce que vous faites sans skills. Il faut des skills. Et je pense avoir des bons skills en termes de commentaires, d'analyse. Donc écoute, moi je suis excité. Sunday Night Live avec Rémi. On va suivre ça avec beaucoup d'attention en tout cas. Merci. Et si dans l'année. Tu reviendras nous voir quand même. Ouais, t'as Mais intérêt. bien Alors sûr, voilà, tu c'est ça. reviendras parce nous que- voir quand même. Bon, Bien on, sûr. Vous me embrasse connaissez. les gars d'NBA Extra et toute la famille NBA Extra de Beansport. Non, mais tu es First le bienvenu sur le canapé du First Day Show et on veut absolument t'entendre discuter de la NBA actuelle parce qu'on parle souvent de ta carrière Mhm. et de tout ce qui se passe, mais la NBA, l'actu NBA, moi j'ai envie d'avoir On a eu des ton petits œil. débats- on a eu des petits débats déjà. Ouais, avec, déjà. avec Sur Jérémy, des joueurs avant du le match, Jazz. des joueurs du Jazz. Et pas Rudy pour le coup. Pas Rudy. Et pas Rudy. Merci Yann, c'était vraiment cool De rien. de t'avoir pendant une heure. C'est Ouais, vraiment passionnant, comme Merci. chaque fois. À chaque fois que tu viens, franchement, on est là à t'écouter C'est une belle et on se thérapie ou régale. pas alors? Est-ce qu'on peut dire maintenant que tu as fait ta thérapie? C'est une bonne thérapie. Ça me fait du bien, ça m'a fait du bien. Eh ben, très bien, on t'enverra le lien du coup pour que tu la revoies encore une fois. Et que tu mettes un j'aime sur la vidéo. Comme toi d'ailleurs, mets un j'aime sur la vidéo, mon pote. Ça fera 170 €, monsieur. Merci. Merci Yann, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à commenter sur toute la carrière de Yann, lui dire bravo aussi pour cette très longue carrière. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et puis d'autres analyses Et de puis Yann. jeudi chez prochain, Extra. début du First Day Show. Absolument, jeudi prochain, lundi on finit la libre antenne, mardi prochain c'est le début de la saison NBA et donc jeudi c'est le début du First Day Show dans un nouveau décor, vous allez voir ça va être super top. À tous et merci à tous et puis on se retrouve très bientôt, ciao. I don't wanna wake up, man. I don't wanna wake up. I'm never gonna wake up.